Vous écoutez Duo de Plume. Bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Catherine, je suis ravi parce qu'on a de nouveau un épisode spécial interview. Et dis-nous qui on accueille, pardon. C'est parce que c'est le début d'après-midi. Non, mais on va pas la refaire du tout. Tout va bien. C'est Duo de Plume, on est habitué. Voilà. Donc nous sommes très très heureux d'accueillir dans les studios de Duo de Plume Christine Pompéi. Applaudissements. Salut Christine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est parfait. Merci à vous. Alors, Christine Pompéi, pour les quelques auditeurs qui ne te connaissent pas, je commence une petite présentation et puis tu vas enchaîner. Tu nous corriges veux s'il y a bien. Et besoin. tu nous corriges, évidemment. Alors, tu es née en France, en Bretagne. Tu as grandi là-bas, à la campagne, entourée d'animaux, avec une enfance assez heureuse et joyeuse. Oui, bucolique. Bucolique. J'ai juste trouvé la mention d'une méchante prof qui t'avait traumatisée, mais dans une de tes interviews. À part ça, ça avait l'air plutôt bien. Quand tu étais enfant, tu rêvais déjà d'être écrivaine? Pas vraiment, mais je m'inventais déjà des histoires. En fait, j'osais pas imaginer que je deviendrais écrivaine un jour, mais je m'inventais quand même beaucoup d'histoires dans ma tête. J'avais beaucoup d'imagination, oui. Ou fleuriste, j'ai vu. Oui, ou fleuriste, exactement. Idéalement, oui, j'aurais aimé être écrivaine Les deux. et fleuriste. Voilà. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Pourquoi pas? Et alors, quand on décide qu'on va être soit écrivaine, soit fleuriste, on finit traductrice d'allemand. Oui, alors en fait, c'est parce qu'en fait, moi, j'adore les mots. J'ai toujours adoré, écrire, lire. Et puis, j'adorais aussi les langues. En fait, j'aurais aimé apprendre vraiment pas mal de langues. Et puis, oui, en fait, je suis partie une fois avec mes parents en Autriche, dans le Tyrol autrichien. Et j'ai entendu cette langue, l'autrichien, et j'ai beaucoup aimé. Et puis, je suis rentrée, j'ai dit oui, alors je veux faire de l'allemand. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, tu as donc commencé cette carrière-là. Tu as vécu un petit peu, je crois, en Allemagne et en Autriche, c'est juste. Et puis, tu as atterri en Suisse. Voilà, exactement. Où tu es resté, parce que la Suisse, comme chacun sait, c'est le plus beau pays du monde. Exactement. Je confirme. Au cas où. Au cas où. Au cas où il y a un doute. Tu dis dans certaines interviews que tu avais déjà un petit peu une prédisposition, on peut dire littéraire, à l'époque de ton adolescence, où tu aimais déjà beaucoup les mots, la musique des mots, la poésie. Est-ce que déjà tu écrivais à cette époque? Non, j'osais pas écrire, en fait, vraiment. J'avais un petit journal intime, j'écrivais des choses, mais j'étais jamais satisfaite déjà de ce que j'écrivais. J'écrivais parfois des choses et puis ensuite, je déchirais, je mettais à la poubelle, voilà. Ah, ça veut dire que t'as pas gardé alors. Non, dommage. Ouais. Quand je rencontre des enfants, je leur dis toujours, si vous écrivez, surtout écrivez dans des cahiers, gardez ces cahiers, parce que j'aurais bien aimé, Prendre ce recul, regarder un peu. Exactement. Et puis parfois, en fait, je trouvais qu'il y avait un décalage entre les enfants quand j'étais enfant et puis les adultes. J'avais l'impression que parfois les adultes ne comprenaient pas toujours le monde des enfants et j'avais fait des notes sur, pour moi, quand je serai adulte, ne pas oublier que on aime ça, on aime bien faire ça. J'avais noté ça dans un cahier, je me rappelle. Incroyable. Bon, en même temps, on sait très bien que le fait d'écrire, ça aide à la mémorisation et à la structure. Donc parfois, juste d'écrire, tu gardes ça un petit peu en tête. Oui, pour le plaisir, ça fait du bien. Ah oui, certainement. Et on a l'impression toujours alors tu écris pour les enfants et puis on a l'impression que ce monde de l'enfance, ce rapport avec les enfants, ça a toujours été assez central pour toi. Et par rapport à la maternité, en revanche, de manière un petit peu paradoxale, j'ai pareil quand on a préparé l'épisode, on a lu que tu disais que au départ être mère, c'était quelque chose qui
t'inquiétait un petit Qui me peu, tu te faisait- sentais le syndrome de l'imposteur qui me faisait maternel. peur. En fait, j'ai retardé. Moi, j'ai eu mes filles assez tard, hein. J'avais 33 et 35 ans. En fait, je retardais toujours parce que je disais toujours, j'ai l'impression que je ne suis pas finie. Enfin, j'ai encore plein de choses à. Je me sentais pas prête. J'ai une maman qui est assez extraordinaire, très maman poule, et je me disais, mais je serai jamais à la hauteur. Et je voulais attendre, jusqu'à ce que le père de mes filles dise, bon bah, enfin voilà, tu seras jamais finie de toute façon. À un moment, faut y Voilà, aller. faut y aller. Et puis, c'est vrai que, bah voilà, moi, quand j'étais enceinte, c'est pas la partie que j'ai préférée, en fait, parce que déjà, j'avais l'impression que les gens ne s'intéressaient qu'à mon ventre et puis pas à enfin, plus à la personne que j'étais. Et puis, oui, j'appréhendais. Et je dis toujours, enfin voilà, le jour de mon accouchement, enfin ces 2 journées, ça a été les plus extraordinaires de ma vie. Et c'est la naissance de ma fille aînée, Maëlys, qui m'a transformée. Enfin, ça paraît un peu bizarre quand je dis ça fait un peu mystique, mais moi j'ai vraiment vu une lumière de ses yeux dans mes yeux et quelque chose de tellement fort quand elle est née que je me suis dit, mais waouh, mais moi, mes filles, c'est les personnes que j'aime le plus au monde, et puis c'est tellement fort. Je me suis dit, waouh, il n'y avait plus rien qui comptait autour. Le pauvre papa, c'était, enfin voilà, c'était. Tu te dis, quelle erreur. Voilà. Et puis c'était enfin voilà, je suis très fusionnelle avec mes filles. Bon, maintenant je dois lâcher, elles sont plus grandes, mais voilà, enfant, j'ai toujours, voilà, je faisais beaucoup de jeux avec elles, beaucoup d'histoires, j'adore. Et puis oui, je pense que j'ai un côté enfant en moi que j'aime bien. Ça a révélé peut-être quelque chose et encore plus ta fascination. Tu restes une enfant Oui. dans ton En cœur, moi, oui. d'une certaine manière. Et les débuts de l'écriture, ton héroïne, pour encore une fois les auditeurs qui ne nous connaissent pas, c'est Maëlys. Ton héroïne, en tout cas, t'as plusieurs cordes à ton arc, on va en parler, mais ta série particulièrement célèbre, ce sont les enquêtes de Maëlys. Donc tu as écrit ces enquêtes pour elle ou comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors, au début, j'ai commencé à écrire plutôt des albums pour mes 2 filles, où il y avait les 2 prénoms de mes filles. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que Maëlys, elle était en âge de lire, alors que depuis qu'elles étaient toutes petites, moi, je leur racontais des histoires, mais vraiment tous les soirs. Il n'y avait pas un soir où elles n'avaient pas leur histoire du soir. Donc, j'étais persuadée que mes 2 filles allaient adorer lire. Et puis, Maëlys, voilà, à 8 ans, un jour, elle me dit, tu sais, maman, en fait, moi, j'aime pas lire. Puis moi, j'étais là, non, c'est pas possible, enfin, voyons. Et puis, je lui ai dit, mais c'est parce que tu n'as pas trouvé le bon livre, je sais pas. Donc, j'achetais beaucoup de livres, on allait à la bibliothèque, et puis je raconte toujours cette anecdote que, en fait, vraiment, au début, on allait à la bibliothèque, vraiment peut-être, toutes les semaines. On y allait plutôt joyeusement. Puis à la fin, elle n'en pouvait plus je la traînais littéralement à la bibliothèque. Et puis un jour, elle a fait une crise dans la bibliothèque. C'est toujours la blague que je raconte dans les écoles où elle dit mais j'en ai marre, parce que je lui disais tiens, prends ce livre, il a l'air super, regarde. Et puis elle me fait non, j'en ai marre. Je dis celui-là, franchement, il a l'air trop drôle. Puis je faisais vraiment La vendeuse. Voilà, jusqu'à ce qu'elle hurle dans la bibliothèque, qu'elle dise j'en ai marre d'aller dans les bibliothèques, et elle dit je déteste les bibliothèques, je déteste les livres, et elle ajoute cette phrase horrible. Donc elle avait 8 ans, ça c'est donc il y a un peu plus de 12 ans maintenant, je me rappelle encore. Elle dit et d'ailleurs ici, moi je trouve que ça pue les livres. Donc c'était vraiment le truc. Toute la famille. Au revoir madame la bibliothécaire, on ne va pas revenir tout de suite. D'ailleurs, c'est la seule bibliothèque de Suisse où il n'y a pas tes livres. Voilà, exactement. Donc, j'étais tellement gênée. Puis après, on est rentrés, on en a reparlé. Et puis, je cherchais une idée. Puis, je me suis dit, en fait, après, on s'est rendu compte qu'elle est dyslexique. Donc, on n'a pas vu tout de suite. Puis, c'est compliqué pour elle de lire. Et c'est là qu'est venue l'idée. Je me suis dit, OK, je vais essayer d'écrire une histoire où ça va être une enquête pour qu'elle ait envie de lire le livre jusqu'au bout. Je vais mettre 7 chapitres pour faire un chapitre par soir, qu'elle arrive à terminer un livre au bout d'une semaine. Et puis, au début, moi, je pensais faire un seul livre. Donc, je n'ai pas mis tout de suite ma deuxième fille, Anélia. Je me suis dit, je fais un livre pour Maëlys, c'est super, elle aura son petit roman. Et puis, je vais mettre le super copain de Maëlys à l'époque, qui s'appelle Lucien. Voilà, je les mets tous les 2.
Et puis, Et là, c'était un projet qui était parfaitement destiné à la sphère privée. Ah oui, C'était voilà, pour c'était elle, pour fallait nous. agrafer le truc. Voilà, c'était une histoire pour nous. Et puis après, je voulais quand même, je me disais, ah, ce serait chouette que vraiment ça fasse comme un petit roman. Donc, je l'ai envoyé à plein d'éditeurs. Et en fait, j'ai eu que des refus. Et le refus principal qui m'embêtait, et puis, c'était qu'on me disait toujours, non, mais une histoire à Lausanne, mais c'est trop localisé. Enfin, il y a que les gens de Lausanne qui vont la lire, donc non, enfin, voilà. Et Est-ce que tu avais envoyé, excuse-moi, je te coupe, mais tu avais envoyé à des maisons d'édition plutôt françaises, Non, plutôt suisses, que les Suisses au début. Ah, et les Suisses voulaient pas d'histoire suisse? Non, parce que c'était trop localisé. Enfin, l'énigme de la cathédrale de Lausanne, c'était trop localisé à Lausanne. Et puis, ils disaient, bon, ça va pas se vendre, enfin, ailleurs, ce sera juste lu à Lausanne, à Genève, ça va être compliqué, donc, enfin, ou ailleurs. Donc, ils me disaient, voilà. Donc, je dis, bon, et puis, moi, j'y croyais quand même, de lui dire, mais puis, surtout, comme c'était un livre que j'avais écrit pour ma fille aînée, j'avais envie que ça devienne un livre aussi. Enfin, parce que donc, j'en parle à plusieurs personnes, et puis c'est toujours le hasard. Voilà, je fais un petit tour au marché de Lausanne et je tombe par hasard sur donc Luc Feugère, qui est le diffuseur. Que tu connaissais. Que je connaissais, mais parce que, en fait, je l'avais rencontré. Le diffuseur de qui, pardon ? Le diffuseur des éditions Ozu. Et en fait, je l'avais croisé à un salon du livre où j'avais dédicacé des albums. Oui, parce que tu écrivais. J'écrivais aussi. On va faire une petite parenthèse pour. Ouais. Non, mais c'est parce que les gens vont se dire, mais elle a cherché, mais dédicacé, comment ça? Donc, tu avais quand même en amont déjà un ou deux albums. Alors, est-ce qu'on les a et puis des légendes. Voilà. Donc, alors là, c'est les nouvelles. Les nouvelles couvertures. Voilà, les nouvelles couvertures. Et puis il y avait des contes et légendes dessus. Joli. Donc, ça, c'est les nouvelles éditions. Mais ces éditions-là, donc ça, c'était en quelle année? Alors, ça, c'était en 2011, 2012, je crois. D'accord. Ouais. Donc, du coup, tu étais quand même un petit peu déjà dans le milieu, mais sans y être. Oui, un petit peu. J'avais fait 1 ou 2 dédicaces. Et puis, je me rappelais, je l'avais rencontré parce qu'à l'époque, lui, il travaillait pour la librairie Payot. Il était directeur commercial de la librairie Payot. Et je l'avais croisé une fois à un salon. Et puis, voilà. Et là, on se croise par hasard dans Lausanne. Et puis, voilà, il me dit, ah, tiens, bonjour. Puis, voilà. Il me dit, t'as le temps pour un café? Voilà, pour tout vous dire, oui, j'avais beaucoup le temps parce que, en fait, je venais de me séparer. Et puis, c'était un week-end sans mes enfants. Et c'était tellement difficile que je voulais pas rentrer à la maison. Donc, je gérais dans Lausanne, comme ça. Comme une âme en peine. En attendant le retour de mes filles. Et puis, je le croise. Donc, j'avais le temps. On prend un café. Et puis, il me raconte un petit quoi de neuf. Puis je lui dis, voilà, j'ai écrit l'énigme de la cathédrale de Lausanne, c'est un petit roman qui se passe ici. Puis je lui dis, je trouve bien parce que ça fait découvrir aussi des traditions. Puis voilà, malheureusement, personne n'en veut. Et puis il me dit, mais moi je suis sûre que c'est une super idée. Je lui dis, oui, mais bon. Et puis il me dit, est-ce que tu peux me donner le manuscrit ou tu m'envoies l'histoire par mail? Et c'est là qu'il me dit, la semaine prochaine, je vais voir Ozu, l'éditeur, et je leur en parle. Donc je dis, voilà, je te donne tout, vas-y. Et puis, puisque tu insistes, avec plaisir. Voilà, allons-y. Et puis en fait, ils ont quand même hésité au début, mais ils avaient une grande confiance quand même en Luc, qui était assez convaincu. Et puis ils ont dit, on va essayer. Ils m'ont appelé tout de suite. Il a fallu que je réduise un peu le texte. Est-ce que tu as su ce qui les faisait hésiter ? Eux aussi, ils se disaient, c'est un roman qui se passe à Lausanne, faut voir si ça va intéresser... Ils avaient les mêmes réticences finalement que les autres. Exactement, oui, tout à fait, la même réticence. Mais ils se sont dit, on va essayer, on va faire un petit tirage, on va l'imprimer en même temps que d'autres livres, et puis on verra, on tente, Ils ont quand même pris un risque, ils ont dit, on prend un petit risque, si ça marche pas, on fait vraiment un petit tirage. Enfin, c'est un tirage à 2000 exemplaires. Et puis on verra. Et voilà, donc moi j'étais toute contente et le livre est sorti. Et puis c'est vrai que, la chance que j'ai eue, c'est que je dis toujours, vraiment merci à la librairie Payot Pépinet. Il y a une libraire qui a lu le livre et puis qui a beaucoup aimé et qui a mis un coup de cœur.
Ah, ça, les coups de campagne, Et c'est ça, vrai que voilà, ça aide parce Le que rôle des libraires, oui. exactement. Enfin, l'important, ça, je pense, que ça a changé la destinée du livre. Et puis, il y a un enfant qui a acheté, 2 enfants. Et ce qui s'est aussi passé, c'est que il y a des enfants qui n'aimaient pas tellement lire, qui ont acheté ce livre. Et puis, ils ont réussi à le terminer. Et puis, ils ont bien aimé. Et ils l'ont apporté en classe. Et puis, ils ont dit à la maîtresse ou au maître, bah voilà, j'ai lu ce livre, j'ai beaucoup aimé. Donc, ils disaient, ah, bah, c'est bien, voilà. C'est quoi? Et puis, en fait, c'est aussi, alors, les libraires et aussi les enseignants, le bouche à oreille entre enseignants, c'est ça qui a fait, voilà. Et donc, moi, je pensais que ça ferait un livre. Et puis, l'éditeur a remarqué que, bah oui, ça se vendait pas mal. Et il m'a dit, bah, écoute, peut-être qu'on pourra en faire un deuxième. Ça ferait 2 enquêtes de Maëlys. Ça, c'est venu combien de temps après? Alors dans ça, cette c'est venu idée-là assez vite parce que enfin eux, ils ont toujours des contrôles des ventes. Là, Bien sûr. Voilà. Et puis ils ont vu dans les 6 mois que ça se vendait Prenez bien, bien. ça Et pas prenait. que à Lausanne. Et pas qu'à Lausanne. Et donc, beaucoup à Lausanne au Bien début. sûr. Et puis après, ils ont vu que ça marchait pas mal. Donc, ils m'ont dit, est-ce que tu aurais une idée pour en faire un deuxième? Et moi, j'étais allée à la fête de l'escalade à Genève. Donc, je dis, bah alors pourquoi pas une histoire à Genève avec une petite marmite en chocolat. On avait fait ça avec mes filles. Et donc, je leur dis, je pourrais écrire une histoire là-dessus. Ils me disent, OK. Donc, j'ai écrit cette histoire, Mystérieuse disparition à Genève. Et là, on se rend compte que y a des gens de Genève qui l'achètent. Et du coup... ils prennent aussi celui de Lausanne. Et puis, pollinisation croisée. Voilà. Et puis, je me retrouve avec un gros problème. C'est que là, ils me disent on va peut-être faire un tome 3. Et là, moi, j'ai que 2 filles. J'ai 2 filles et j'ai Anélia qui grandit et qui me fait tu préfères Maëlys, tu l'aimes moi. Moi, je dis, alors non, maman aime pareil, son cœur est vraiment coupé en 2 par égale, donc non. Et elle me dit, mais moi, alors je veux les enquêtes d'Anélia. Je fais, oui, mais ça va pas être possible. Par contre, ce qui est possible, c'est que tu vas être dans les enquêtes de Maëlys, donc elle apparaît dans le tome 3. Et puis, voilà, et pour la petite histoire, la première fois qu'elle a vu sa tête, l'illustration, elle était petite, elle avait imaginé que ce serait vraiment presque sa photo. Elle a ouvert le livre, elle avait comme ça, elle a boudé pendant 1 heure. Et puis après, elle s'est habituée. Donc, est-ce que pour les illustrations, tu as donné des directives à l'illustrateur pour que est-ce que les personnages ressemblent à tes filles ou... Alors, moi, je veux pas trop faire ça parce que je me dis, moi, j'aime pas si on me dit, est-ce que tu peux écrire comme ça là-dessus? Je me dis, les illustrateurs, moi, je veux leur laisser, l'illustratrice Raphaël, vraiment la laisser libre de ce qu'elle a envie de faire. Mais en revanche, c'est vrai que Maëlys, elle est brune, elle avait les cheveux un peu, toujours foufou, parce qu'elle faisait le caractère de Maëlys et d'Anélia, c'est vraiment avec les cheveux caractère. Et alors, Anélia est blonde. Voilà, Anélia est blonde. Elle était petite, en tout cas. Et puis, du coup, j'avais décrit un peu les personnages pour que ça ressemble un peu, mais après, voilà, c'est pas... Vous laissez la création. Lucien, il a les petites lunettes, Maëlys a les cheveux foufou comme ça, Anélia est blonde, et puis... Mais les caractères, vraiment, c'est bien leur caractère, en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, tu as suivi la même structure, 7 chapitres assez courts, oui. Avec l'objectif qu'on peut lire terminer le roman en 1 semaine. Oui, ça, j'ai vraiment fait ça pendant longtemps. Et puis après, quand il y avait un peu comme des petits fans qui attendaient le prochain tome, parfois, j'avais tellement de choses à raconter que j'ai fait 9 chapitres. Donc, ils étaient contents, c'était un petit peu plus long. Et puis après, il y en a quelques-uns où on a fait des livres « Devient le héros », où c'est l'enfant qui, à la fin de chaque chapitre, choisit ce qu'il veut faire. Où est-ce qu'il va. Voilà. Donc là, tu peux presque doubler. Et là, oui, on a presque 50 chapitres parce que, en fait... Mais c'est un petit peu plus long qu'un vrai, mais quand ils lisent, ils passent pas partout. Oui, donc, voilà. Et on est resté à ça. Et ça, effectivement, alors, puisque tu fais allusion, comment dirais-je, je passe à cette thématique-là parce que Maëlys est un succès... Oui, incroyable. Incroyable, mérité. Non, mais inattendu. Moi, c'est l'aventure et puis la surprise de cette époque, quoi. Oui, parce que ça dure, encore. Il y a combien de Maëlys qui sortent par an? Alors, au tout début, quand on a commencé, on en faisait presque 4, 3 à 4. Il y en avait presque 1 par saison.
Et puis après, fallait suivre le rythme aussi, l'illustratrice. Énorme, hein. Et puis, donc après, on faisait plutôt 2, 3. Maintenant, il y en a en tout cas 2 par an qui sortent. Tu mets combien de temps à écrire un Maëlys ? Alors, maintenant, c'est un peu rodé. Au début, c'est vrai que je mettais plus de temps. Mais idéalement, moi, j'aime bien avoir 3 semaines, 1 mois où je vais sur les lieux, où je réfléchis, je vais rencontrer beaucoup les gens, je discute. Comme ça, c'est comme si ça fait un pulse. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je voudrais mettre dans le livre. Et puis après, j'aime bien avoir encore 1 mois où vraiment j'écris, je relis, je corrige. Voilà, donc à peu près 2 mois. Mais parfois, l'éditeur est très pressé et moi, je suis en retard. Donc parfois, c'est plutôt 1 mois et demi. Voilà. Donc, si j'entends bien, le déclencheur aussi, donc tu as toujours quelque chose de récurrent, c'est l'enquête et Maëlys. Voilà. Mais le déclencheur, ça va être un lieu. Alors, le déclencheur, ça va dépendre. Alors, souvent, au tout début, c'était un lieu. Enfin, là, moi, le premier, comme j'habite à Épalinges, à côté de Lausanne, ça se passait à Lausanne. Puis, je voulais mettre en avant le guet de la cathédrale de Lausanne. Et la guette, maintenant, puisqu'il y a une guette. Parce que, j'adore ces belles traditions, qui perdurent. Et puis, je trouvais ça bien. Pour le tome 2 à Genève, là, je voulais vraiment parler de la fête de l'escalade. Mais parfois, il y a des choses aussi, donc ça peut être des lieux comme le château de Chillon. Mais parfois, ça peut être aussi des gens parce que maintenant, comme c'est un petit peu connu, il y a aussi des gens qui viennent vers moi et puis qui me disent, par exemple, pour le concert de folie à Lausanne, là, c'est l'orchestre de chambre de Lausanne qui m'avait contacté en me disant, voilà, ce serait super si Maëlys et Lucien pouvaient enquêter et puis découvrir l'univers de la musique de chambre, de la musique classique. Et là, moi, j'étais un peu embêtée. Je leur dis, voilà, j'avais honte. Je dis, moi, j'aime bien écouter un peu de musique, mais classique, mais je m'y connais pas, j'ai jamais joué d'un instrument, donc je me sentais un peu pas bête, légitime, et puis pas légitime pour écrire ça. Et puis ils m'ont dit non, mais venez nous voir, venez prendre un café avec nous, on va vous faire découvrir ce monde. Et ça, c'est ça qui est merveilleux dans les histoires, c'est que ça va faire rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Donc je suis arrivée, avec je connaissais pas grand chose, j'avais lu du coup avant de venir, et puis là j'étais accueillie par des gens, passionnés de musique autant que moi je vais être passionnée de livres, et moi j'adore rencontrer les gens passionnés, donc qui me montraient les instruments de musique, les étuis, l'étui d'un violoncelle, des choses qui parlaient de leur violon comme ils auraient parlé de leur amoureux, c'était tellement fort, j'ai adoré. Et puis après ils ont joué pour moi, j'ai assisté à une répétition dans les coulisses, j'ai été en fait enchantée. Et puis du coup j'ai réfléchi, j'ai eu une idée, je leur ai proposé à l'éditeur, et puis voilà, ils étaient contents de l'histoire. Et puis après ils ont fait un concert. Et voilà, ils ont fait un concert Maëlys. Et puis dans le livre, ils ont aussi mis, il y a un QR code, ils ont fait une sélection en fait de musique. Alors il y a des musiques douces et des musiques joyeuses pour que les enfants ils puissent avoir un aperçu un peu de ce qui se fait, et puis que ça leur donne envie. Donc je me dis, peut-être ce livre il a donné envie à quelques enfants d'aller écouter des concerts de musique classique, ou alors peut-être même de commencer un instrument. Donc ça, je trouve ça super beau. C'est génial en fait. Ouais, c'est génial, mais il y a vraiment... Pardon, vas-y. Non, j'allais enfoncer mon clou en disant qu'on peut avoir tendance à sous-estimer cette littérature à cause de ce jeune public, en disant qu'elle a peut-être peu d'importance. Et c'est probablement l'une des plus cruciales, parce que tu te rends compte en discutant avec toi que tu leur fais aimer lire, tu leur fais aimer découvrir et creuser leur tête pour savoir ce qui va se passer dans l'enquête. Et puis ça te permet d'aborder des mondes complètement différents. Et là, on découvre la musique classique aussi. C'est juste incroyable. Et puis leur donner le goût de la lecture, dont on espère qu'ils le conservent à l'âge adulte. Et alors effectivement, quand on regarde un petit peu, on t'a demandé de nous amener un échantillonnage de tout ce que tu fais. Oui, moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est notamment, pour Maëlys, on va aussi parler de tes autres écrits, mais c'est tous ces produits dérivés et tous ces nouveaux... je dis produits, c'est moche comme terme, mais là, on a ça, c'est le fantôme du lac Noir. Oui, alors ça, c'est ceux qui sont un petit peu dans le coin, le fantôme du lac Noir, Vent de panique à Fribourg. Mais on a aussi un petit livre avec des balades enquêtes. Donc ça, c'est
Pardon. Alors, Non, là, vas-y, j'ai- vas-y, j'ai- vas-y, vas-y. Voilà, celui-là, il est écrit avec on est à 2, donc pour l'écrire, j'ai coécrit avec Natacha Farquet. Et ça, c'est aussi, qui est autrice, c'est aussi une rencontre. En fait, elle m'a contactée parce elle est maman de 3 petites filles. Et puis, quand elle lisait les enquêtes de Maëlys, elle faisait des balades. Elle Qui se promenait correspondaient. sur les traces de Maëlys et Lucien. Et puis, elle me contacte et elle me dit, oui, je trouve dommage qu'il n'y ait pas un livre de guide, un guide ou des balades d'enquête plus poussées qu'on pourrait faire avec les enfants. J'aimerais bien vous rencontrer. Puis, je lui dis, bah oui, on n'a qu'à se rencontrer, donc on prend un café ensemble. Puis, je sais pas, il y a eu un coup de cœur amical, je trouve vraiment très sympa. Et puis, je lui dis, bah moi, je trouverais super, mais après, c'est sûr que j'ai pas le temps d'écrire ça. Et puis, elle me dit, ah, mais moi, je rêve d'écrire. Donc, elle est médecin de formation, mais elle avait envie d'écrire. Alors, je dis, bah, à ce moment-là, j'en parle à mon éditeur et puis on regarde peut-être pour le faire ensemble. Et c'est comme ça qu'est né ce livre. Fait démarrer Voilà. comme ça. Donc on a un petit peu l'impression qu'en effet, il y a des opportunités. Puis toi, tu dis jamais non, toi. Voilà, c'est mon problème. Ouais, bon, Je après. connais quelqu'un d'autre comme ça. Oui, c'est vrai, mais voilà, qui se ressemble. Et oui, alors on a aussi celui-là. Oui. Donc ça, Énigmes c'est et mystères. Mystères. Alors ça, c'est un Alors, livre-jeu. Voilà, exactement. Ça, c'est un livre-jeu qui a été fait. Donc, alors là, moi, j'ai relu. Là, il y a des choses aussi. C'est Ozu qui a des super idées. Et puis, ça, c'est vraiment des gens spécialisés dans les jeux. Donc là, moi, je regarde avec eux. Mon idée, c'est qu'il y ait toujours l'esprit Maëlys. Et puis, moi, je veux que ce soit toujours ludique, un peu espiègle. Voilà. Donc ça, ils ont fait les jeux, on a imaginé l'histoire. Et puis après, je mets aussi ma patte, que ce soit vraiment... Moi, j'ai 3 objectifs à chaque fois que j'écris un livre ou qu'il y a un produit dérivé. Je dis toujours, je veux que ça fasse grandir les enfants dans l'idée de leur apprendre des choses, que ça les fasse rire ou sourire, parce que je trouve mettre de l'humour, on en a tellement besoin. Et puis, que ça leur fasse un petit peu peur, parce qu'ils aiment bien avoir peur. Côté mystère. Voilà, exactement. Il y a aussi des jeux de société. Il y a le petit jeu, Maëlys, le labystère. Et ça, c'est toi. Est-ce que c'est toi qui va vers les équipes éditoriales puis qui dit j'aimerais bien faire un escape game ou un jeu, ou c'est eux qui te proposent? Comment ça se passe? Alors ça dépend. Parfois c'est eux qui me disent oui, là c'est eux qui avaient l'idée du labystère. Ça c'est vraiment eux. Et puis moi j'avais envie de faire un escape game. Et là c'est moi qui ai rédigé vraiment toutes les énigmes à résoudre. Et puis on a regardé avec Raphaël, l'illustratrice, pour que ce soit vraiment toutes ces illustrations. On a fait un château à monter. Puis après c'est évidemment l'éditeur qui organise toute la production. Voilà. Mais souvent c'est aussi où eux parfois ils vont me dire on a une idée. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis en général je suis toujours partante. Dessin animé aussi? Alors, le dessin animé, oui, voilà, c'était, c'était aussi l'éditeur avec un producteur qui avait cette idée. Pour tout vous dire, moi, au début, j'étais pas spécialement pour le dessin animé, parce que moi, mon objectif dans les livres, c'est de donner le goût de la lecture aux enfants. C'est vrai que donner le goût de regarder la télé, ils n'ont pas besoin de moi. C'est vrai. Mais ça peut leur donner envie. Mais voilà, le côté... Parce que, en fait, j'avais aussi un peu peur que, avec ce dessin animé, peut-être après, comme toutes les histoires sont tirées de livres, et puis il y a 4 histoires originales pour lesquelles j'ai écrit le pitch, mais en fait... j'avais peur qu'après ils aient plus envie de lire le livre. Et je suis soulagée parce que en fait il y a peut-être des enfants qui connaissaient pas les enquêtes de Maëlys, des petits qui vont découvrir le dessin animé, et puis qui ça va leur donner envie de lire les livres. Mais et puis les enfants en fait qui lisent les livres de Maëlys, j'en ai plusieurs, ils me disent ils ont regardé aussi le dessin animé, et puis un peu comme quand nous on va voir un film au cinéma puis qu'on a lu le livre avec tous les détails, ils vont me dire c'était bien, mais il manquait ça, il y avait pas tous les détails, et c'est vrai. C'est une adaptation. Il y a d'autres choses, c'est une adaptation, il y a aussi des gags
plus visuel. Et puis, l'avantage du dessin animé, c'est qu'il a aussi, il est aussi diffusé en Suisse alémanique et puis au Tessin. Donc, voilà. Et traduit, du coup. Et du coup, on a aussi traduit les livres parce qu'il est en allemand. Et puis, je me dis, ça aussi, c'est celui-là. Je me dis aussi, peut-être que grâce à ça, il y a des enfants peut-être qui connaissent le dessin animé en français. Ils vont le regarder en allemand. Et si je peux aider les enfants à apprécier l'allemand à l'école ou donner un petit coup de pouce, c'est pas mal. 4e objectif. Voilà. Donc ça, c'est chouette, ouais. Et puis, il a aussi, le dessin animé, j'ai vu, il a aussi été traduit en langue des signes. Donc là, j'étais toute contente. Voilà. Donc c'est des belles choses, c'est autre chose. Après, moi, c'est vrai que je préfère quand même écrire des livres. Mais ça, c'était autre chose, une autre expérience. Oui, mais c'est vrai que bon, on va pas refuser quand on Non, nous dit non, écoute, bah non, bien sûr. je trouve que c'est pas. T'as eu raison de dire oui. Et alors, donc il y a aussi Maëlys, il y en a combien qui sont traduits Alors, je crois que pour l'instant, il y en a 4 ou 5 qui sont traduits, peut-être 5. Donc, il y a Étrange nuit au château de Chillon. Et donc, attention, Grusel Nacht im Schloss Chillon. Ouais, tu veux dire un truc en allemand? Non, je crois que tu dis, c'est tout oui, bon. Ouais, restons-en là. Partir coûte. Et tu vas dédicacer aussi en Suisse allemande ou... Alors, pas encore, j'aimerais bien. Je suis déjà allée à Berne, mais la librairie Payot où il y a les deux étages. Bilingue, voilà. Oui. Après, non, mais j'aimerais bien, oui, ce serait un peu l'objectif. C'est-à-dire que tu fais partie des rares auteurs suisses romands qui parlent parfaitement allemand. Voilà, je comprends. Hochdeutsch. Oui, mais voilà. qui dit Hochdeutsch dit. Et alors, Maëlys, incroyable. Et puis, à un moment donné, Anélia, tu lui avais donné son tome 3 du Château de Chillon. Elle a dit, ouais, non, mais 31 tomes, Maëlys. Moi, je l'apparais là par hasard. Elle a insisté. Voilà. Après, quand elle était plus petite, elle aime bien les animaux. Et puis, je vais beaucoup dans les classes faire des animations. Enfin, j'adore être au contact des enfants. Et puis, j'étais allée dans plusieurs classes où j'avais parlé d'une histoire avec une marmotte. Et puis, plusieurs m'avaient dit « Ah, mais j'ai jamais vu une marmotte de près. » Et puis là, je me rendais compte que parfois, il y avait des enfants assez petits qui connaissaient pas si bien que ça les animaux de chez nous, entre guillemets, Puis après, on avait fait un petit jeu. Puis, je sais pas, il y avait un enfant qui habitait ici puis qui avait jamais vu une vache de près. Et pour moi, c'était quelque chose qui était étonnant. Oui. Donc, je me disais, ah, mais j'aimerais bien faire ça. Donc, c'est la petite sœur de Maëlys. Donc, c'est Anélia. Et puis, il y a c'est avec vraiment des animaux d'ici. Donc, il y a une histoire avec un lynx qui apparaît la nuit. Donc, ça, c'est destiné pour les... à partir de 6 ans, plutôt. Voilà, parce que c'est pour les petits. Et puis, il y a 4 chapitres. C'est écrit un peu plus gros. C'est vraiment juste avant Maëlys et Lucien. Et puis, il y a une histoire avec une vache qui veut pas descendre de sa montagne. Enfin, c'est aussi, des petites histoires sympas comme ça. Est-ce que c'est difficile quand on a une success story comme celle de Maëlys, justement, de partir sur autre chose? Est-ce que est-ce que l'éditeur t'a suivi sans se souci, poser de questions, ou est-ce qu'ils se sont pas plutôt dit mais on va rester sur l'équipe qui gagne? Comment ça se passe? Non, alors ils m'ont suivi. Après, c'est sûr que c'est plus au niveau des libraires. Quand on a sorti Anélia, eux, ils ont pris tout de suite énormément de livres. En pensant qu'on ferait les mêmes ventes que Maëlys. Et puis, c'est vrai que, ça fait pas les mêmes ventes que Maëlys. Et puis, je pense aussi que, ils ont beaucoup trop d'attentes dans ce cas-là parce que, moi, je vends beaucoup. À cause du succès de Maëlys. Et du coup, ils se disent, Et puis, très vite, ils vont être déçus parce qu'ils vont se dire, là, on en avait pris, je sais pas, 50, je dis n'importe quoi. Et puis, on ne les a pas vendus si bien que ça. On en a encore beaucoup. Donc ça, c'était un peu difficile pour moi au début d'entendre ça. Mais je comprends. Et puis, mais c'est vrai qu'il faut aussi rappeler que Maëlys, ça a pris aussi du temps pour s'installer. On a vraiment vu, ça marchait, mais on faisait pas les ventes qu'on fait actuellement. On a vraiment vu un changement à partir du moment où on a eu 5 tomes, où là, ça a eu un peu l'effet série. Et puis,
Et puis voilà. Puis c'est sur la durée, parce que tout le monde dit oui, ça se vend super bien, c'est chouette, mais on est en 2025. Le premier, il est paru, c'était en 2013. Donc voilà, ça fait 12 ans. Quand même c'est une carrière, ça. Voilà, ça recule. Et puis peut-être avec ces enfants, le public cible, on va dire, de Maëlys, qui est un petit peu plus grand, donc toute la dimension que tu as évoquée, sur laquelle on va peut-être revenir, qui est des rencontres dans les classes, des animations, tu te donnes beaucoup. Bon, parce que tu aimes, peut-être ça permet, c'est peut-être plus facile avec des enfants un peu plus grands. Est-ce que quand tu vas dans les classes, c'est plutôt pour des lecteurs de Maëlys? Alors je vais dans les petites classes, je vais quand même dans les 3. Alors on m'a déjà demandé dans les 1 et 2, j'ai fait, mais je trouve que c'est plus difficile. Après j'aime bien, mais ils sont tellement choux, tellement marrants. Mais je vais beaucoup dans les 3, en 3H là. Oui, 4, donc ça, c'est pareil. Comme classe, comme âge. En tout cas, ils ont. C'est pareil. Ils ont. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, voilà. C'est pour à partir de 7, 6, 8 ans, quoi. Voilà, 7, 8, 9, 10. Ouais. Je suis allée aussi un peu chez les plus grands, j'aime bien aussi, mais c'est autre chose. Ouais, ton âge de prédilection. Oui, voilà, moi c'est. Je dis toujours. Après, je dis toujours, je suis faite pour les enfants de 0 à 12 ans. Parce qu'à partir de 13 ans, c'est l'adolescence. Et puis, comme moi, je suis assez mère poule, collante. Voilà. C'est un marché. Pardon. Non, vas-y, parce que je vais rebondir sur les ados, mais on y reviendra après. Oui, de toute façon, on revient toujours aux ados. Oui, on revient toujours aux ados. Non, puisqu'on comparait Maëlys et Anélia, et que moi je découvre, je sais que ça existe, mais je n'ai pas vraiment d'idée. Je ne sais pas, par exemple, si c'est un marché qui est concurrentiel, s'il y a beaucoup de disponibilité en termes d'ouvrages, d'auteurs, de différentes petites héroïnes ou héros comme ça, qui expliquerait aussi que l'un marche, l'autre moins. Alors pour les petits, ça se vend quand même, on en vend beaucoup, donc c'est juste qu'on vend pas évidemment si on compare avec Maëlys, mais sinon ça mais la série débute, donc ça reste, ça fait un petit moment déjà, mais ça reste quand même. Pour l'instant, il y a 9 tomes, et puis mon objectif ce serait, mais c'est à voir avec mon éditeur, ce serait en tout cas d'en avoir 10 pour faire un coffret. D'accord. Et puis en mettant en avant les animaux, et puis toujours, pour que les enfants connaissent aussi bien les animaux. Tu as les mêmes envies locales? C'est des animaux qu'on va trouver, c'est de la faune suisse? Oui. Okay. Moi, je pars toujours du principe que quand les enfants sont petits, je trouve c'était aussi ça, mon idée des enquêtes de Maëlys, je trouve ça tellement bien que les enfants ils s'ancrent dans le pays où ils habitent, que ce soit leur pays ou d'origine ou pas, mais qu'ils connaissent bien l'endroit où ils vivent, où ils sont, pour vraiment les ancrer. Je trouve ça bien. Et puis c'est vrai que quand j'avais écrit les enquêtes de Maëlys, c'était aussi ça. Mais mes filles, elles avaient des copains, des copines qui parfois étaient déjà allées à New York ou en Australie pour des vacances. Alors, je juge pas, c'est très bien si on peut emmener ses enfants à New York ou en Australie, mais ils étaient jamais allés à Berne. Et pour moi, c'était un petit, je me disais, en tout cas pour mes enfants, je me disais, mais je veux qu'elles connaissent très bien la Suisse, les différents endroits, et puis elles ont tout le temps, plus tard, d'aller à New York. Moi, je suis un peu comme ça, je me dis, je veux qu'elles connaissent bien la Suisse, et puis après, plus l'Europe, et puis en plus, comme je prends pas l'avion, elles iront après, c'est aussi beaucoup plus pratique, et puis plus tard, elles visiteront le monde, mais je me disais, c'est bien de connaître bien l'endroit où on vit. Oui, mais puis je pense que ça contribue énormément au succès, ce côté un peu proximité, auteur suisse qui est d'ailleurs beaucoup défendu par Ozo. Oui, exactement. Ancre Puis en même temps, si tu es d'ailleurs et que tu veux découvrir la Suisse, c'est parfois un bon moyen de découvrir. Oui. Est-ce qu'on peut parler... Non, mais on n'arrête pas de se marcher dessus, Catherine. Vas-y. J'avais envie de parler popote, en fait, parce que... Mais oui, on avait dit qu'on parlerait un peu popote. Ouais, c'est-à-dire de l'artisanat de l'écriture et de savoir comment tu t'y prends. Par exemple, j'imagine qu'il y a
une espèce de limite. J'ai écrit un truc jeune adolescent, personnellement. J'ai 2 tomes. Mon principal problème, c'était, je marchais sur des œufs quant aux attentes de ces lecteurs-là, de pas être trop chez l'adulte et de pas être trop gamin en dessous de ma cible de lecteur ou de lectrice, si tu veux. Et dans cet esprit-là, le 7-8 ans ou le 8-10 ans, il me paraît totalement inaccessible. Je sais pas où commencer, où m'arrêter. Comment tu fais pour un peu savoir comment jauger ton texte, tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, quand les filles, elles avaient cet âge-là, en fait, moi, mes filles, quand j'ai écrit, donc c'était vraiment facile pour moi parce que je voyais un peu le vocabulaire. J'écrivais pour elles. J'écrivais pour elles. Et puis, je leur faisais toujours lire avant, je testais aussi, je leur lisais un chapitre, puis après, je leur disais, bon, bah, allez, bonne nuit. Puis si elles me disaient bonne nuit, je me disais, bon, ça va pas, quoi. Parce qu'à la fin du chapitre, je veux vraiment qu'il y ait un suspense, c'est parce que je veux absolument que le lendemain, elle ait envie de lire la suite. Donc, si elles me disaient, oh non, maman, attends, non, on veut connaître la suite. L'importance des bêta-lecteurs, tu vois. Voilà, donc je me disais, bon, bah, bonne nuit quand même, mais je me disais, ça c'est bon. Tu n'aimes pas mon livre. Voilà. Ou alors, parce que je dis toujours, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le même humour que les enfants. Moi, j'essayais de mettre des blagues dedans. Parfois, je trouvais mes blagues étaient très drôles. Puis quand je lisais aux filles, elles me disaient, non, mais sérieux, maman, elle n'est pas du tout drôle. Bon, je la change. C'était mon autre souci, parce que tu as besoin d'avoir un peu d'humour. T'aimes bien mettre ça dans tes bouquins. Et on n'a vraiment pas le même humour avec les enfants. Et ce qui les fait rire ne nous fait pas rire et vice-versa. C'est dur à juger. Déjà, faire rire un autre adulte, c'est compliqué. Voilà. Mais ouais. Voilà, non, je pense que j'ai un côté en moi qui est resté à cet âge-là, qui est resté enfant. Et puis, donc en fait, moi, alors quand mes filles, évidemment, elles avaient cet âge-là, c'était facile. En plus, moi, je suis très tribu. Il y avait toujours plein de copains et de copines, des filles à la maison. Enfin, j'adore. Et puis, en fait, je suis toujours, maintenant, elles sont grandes, mais j'ai toujours des contacts avec des enfants. Et puis, et c'est ça qui me nourrit, parce que c'est tellement, je trouve, joli ou beau de se dire, moi, quand je me balade, je l'imagine toujours, par exemple, je vais se dire, elle est folle. Mais si j'avais 8 ans, j'adorerais, d'ailleurs, je fais peut-être un peu de balançoire, où je me dis, ouais, ce toboggan est génial, j'aurais tellement envie d'aller en faire. Ou alors, je me dis, je pourrais me cacher ici, mais quelle super cachette, ou quelle cabane. Ou... J'ai ce côté... Garder ses yeux d'enfant, exactement, en fait. Ouais. Voilà. Ce qui fait que tu leur parles vraiment au cœur, on va dire. Ouais. Et puis, d'un point de vue technique, donc Ozu, je crois savoir qu'il fonctionne bien au synopsis. Tu dois leur envoyer quelque chose d'assez détaillé avant de te mettre à l'écriture. Alors pour Maëlys c'est assez rodé. Maintenant, tu as un blanc-seing, oui. Alors, pour d'autres livres, si je propose autre chose, oui, je dois être plus détaillée. Pour Maëlys, en fait, il leur faut quand même le lieu et puis l'intrigue détaillée. Il faut une dizaine de lignes où je leur dis, voilà, je vais faire ça. Puis après, j'écris. Ça, parce que c'est quelque chose qui marche, ils me font assez confiance. Par contre, si j'écris autre chose, là, je dois vraiment détailler, faire un résumé par chapitre. D'accord, donc sur un Maëlys, maintenant, une fois que tu as défini ça, le lieu, l'intrigue principale, voilà, l'intrigue. Tu découvres ton écrit au fur et à mesure que tu le produis. À peu près. Oui, voilà. Après, j'écris tout. Et puis après, évidemment, je leur envoie. Ils après, ont des remarques. Il y a des allers-retours. Voilà, c'est pas, ça y est, super. Hop. Parce que les enfants, ils croient aussi que j'écris en 1 heure une enquête de Maëlys, parfois. Et puis, je dis, non, un peu plus. 3 heures. Je fais, oh non. Et un tout petit peu plus. Et il y a aussi, je dis, parfois, je peux avoir pas mal de commentaires aussi de l'éditeur, ou là, c'est trop long, ou voilà. Et puis, je reprends le texte. Et aussi, il y a quand même des allers-retours. Aussi au niveau du vocabulaire? Alors, le vocabulaire, c'était ça aussi que je disais toujours à mes filles. Quand elles étaient petites, je regardais ça. C'était aussi plus facile de voir ça. Je veux absolument leur apprendre aussi du vocabulaire. Mais ça, tu as envie de les tirer un peu vers le haut, qu'ils apprennent des choses, mais en même temps, il faut que ça soit compréhensible. Et voilà. Et il ne faut pas, c'est-à-dire que sur une page, il ne faut pas qu'ils aient 5 mots qu'ils ne connaissent pas, parce que là, on les a perdus. Mais si je mets un mot qui est un peu plus compliqué, je vais le mettre de manière quand même à ce qu'ils comprennent. Et puis surtout, ce mot-là, je vais le répéter après pour que je me dise, comme ça, celui-là, il est acquis, je pense, après.
Mais j'essaie aussi de faire attention à ça. Ok. Et puis chez Ozosus, il y a quand même les équipes Et puis de correction parce qu'on a Ils sont bétonnés. oui, et puis qui sont souvent des enseignants Spécialistes. Donc, ouais. qui Voilà. ont Connaissent ces enfants-là, l'enfance, donc ça Oui. c'est assez précieux Oui, pour quand même nous aiguiller. Enfin, même si tu connais très très bien les enfants, Oui. après il y a sur certaines choses, c'est quand même Non, oui, tout à fait. c'est quand même chouette d'avoir ce support-là. Et puis avec alors l'illustratrice, c'est Raphaël Barbanègre. Oui. C'est elle depuis le début. Oui, c'est elle depuis le début. Donc moi je la connaissais pas du tout. Ouais. Donc, c'est donc l'éditeur qui l'avait trouvé, et puis ils ont fait des essais, et puis c'est vrai que ils m'ont montré tout de suite ce qu'elle avait imaginé. Moi j'ai tout de suite vraiment craqué sur ses dessins. Je trouve très bien. Et puis elle a cet esprit. Elle a un côté aussi enfant, drôle, espiègle, et elle va toujours dans ses illustrations, rajouter, je sais pas, un petit animal ou un petit détail drôle. Et puis j'adore ce qu'elle fait, vraiment. Donc elle illustre à partir de ton texte Oui, ou elle illustre toujours. avant? Non, elle illustre à partir de mon texte. Et puis, en fait, moi, quand j'écris le texte, donc de toute façon, avant, je vais sur les lieux, je rencontre des gens et je prends plein de photos. Tu documentes un peu. Voilà, sur mon téléphone, j'ai toujours un album, tome 30, des enquêtes de Maëlys. Et puis, je demande aussi... en fait, je leur garantis pas, mais je demande aux gens, est-ce que vous seriez d'accord que je prenne une photo de vous? Peut-être comme ça, moi j'envoie l'illustratrice et il y aura peut-être un dessin qui vous ressemblera un peu. Et il y en a qui c'est disent, chouette. ah non, je veux pas. Non, mais il y en a, ils veulent pas. Ouais. Et il y en a d'autres qui disent, ah bah oui, ce serait super. Donc ça, je prends les prénoms et puis après, j'envoie tout ça à Raphaël. Mais après, c'est elle qui juge, c'est elle qui va savoir quel dessin elle va faire. Et puis, donc elle choisit les moments qu'elle illustre, les moments dans l'histoire. Oui, voilà. Ouais. Alors après, quand on fait la maquette du livre, il y a quand même toujours des endroits où on sait que là, il faut une illustration. Mais c'est elle qui va décider ce qu'elle va illustrer en fonction de ce qui est noté sur les pages. Voilà. Ouais, donc maintenant, c'est beaucoup plus un duo. Pardon, excuse-moi, c'est un duo où il y a moins l'intervention de l'éditrice, en fait, pour dire on va choisir. Enfin, je fais le parallèle, comme moi, j'ai aussi quelques romans chez Ouzou, Les Frissons Suisses. C'est vrai que moi, c'est plus l'éditrice qui fait la maquette et qui dit, telle page, ce sera telle et telle... qui travaille avec l'illustrateur, et puis moi, je valide, tu vois. C'est ça, en fait. Ils font quand même ça. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie mon texte, et puis pour chaque chapitre, pour qu'elle ait vraiment toutes les infos, pour chaque chapitre, moi, je vais envoyer des liens vers les sites et des photos. Et ça, j'envoie ça à l'éditrice, et puis qui va lui envoyer ça. Mais j'envoie aussi directement à Raphaël pour qu'elle ait tout. En fait, j'envoie aux deux. Mais par contre, l'éditeur, il va dire, là, je sais pas, sur la page 12, de toute façon, il faut absolument une illustration. Et puis aussi la forme. Est-ce que c'est un cabochon? Est-ce que c'est juste double page, pleine page? Et puis après, elle va faire les crayonnés qu'elle envoie à l'éditeur, et puis l'éditrice c'est l'éditrice, en l'occurrence la responsable éditoriale, va m'envoyer, puis va me demander ce que je pense, si j'aime bien, voilà. Donc l'avantage d'avoir aussi un certain succès comme ça, c'est que tu gardes pas mal de contrôle sur l'ensemble des choses concernant Maëlys. Il me montre, parce que c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé, parfois, j'ai travaillé avant pour différents éditeurs, et puis j'écrivais un texte, et puis après, je recevais le livre dans la boîte aux lettres, avec les illustrations que je découvrais. Là, c'est vrai que oui, c'est plus... parce que il y a aussi des choses... moi, je veux que ça corresponde aussi à la réalité... que ça ressemble aux photos, ou qu'il n'y ait pas une erreur ou quelque chose. Voilà. Oui, dans la mesure où tu as des décors qui sont des décors réels, je pense que c'est vraiment important que ça y ressemble. Elle est suisse, Raphaël? Non, c'est son défaut, c'est son seul défaut. Non, alors c'est pas un défaut, mais c'est d'autant plus important parce qu'elle habite pas en Suisse. Voilà, si elle habite pas en Suisse, elle-même connaît pas forcément les lieux. C'est un défaut si elle est parisienne, mais si. Non, elle est pas parisienne, elle est... On salue nos amis parisiens, pardon. On n'a pas parlé de Genève, par exception, dans ce moment, donc changeons un peu de cible. Non, je dis son seul défaut, dans le sens où c'est vrai que au début, moi, quand l'éditeur m'a dit,
travailler avec Raphaël. J'ai regardé ses dessins, j'ai dit waouh, j'adore, j'étais hyper contente. Et puis je me suis dit ah mais génial, elle habite où Enfin moi je pensais qu'elle habitait en Suisse. Et il m'a dit ah bah en fait elle habite pas vraiment en Suisse. Puis je me suis dit ah bah j'espère que c'est pas loin de la frontière. Je me dis si elle pouvait être à Évian, je prends le bateau, voilà. Et En fait, elle est à La puis il m'a dit, Réunion. bah, en fait non elle est pas en France non plus. Et Ah. je dis ah bon mais Ah. alors j'ai cherché d'autres pays où vous parlez français bien sûr. Il y en a J'ai quand même pensé à pas mal. oui, j'ai pensé à la Belgique et puis il m'a dit un petit peu plus loin. Et en fait au début Raphaël quand on a commencé à travailler ensemble, elle vivait au Canada, elle était à Montréal. Et puis, bon, en plus, moi qui prends pas l'avion. Le bateau, le bateau. Donc, ça va être loin. Donc, après, Une on s'est semaine plus super tard. bien... on s'est super bien entendu. Et puis, j'envoie plein de photos. Et puis, mais on a mis du temps avant de se rencontrer. Je crois qu'on a travaillé ensemble pendant 1 ou 2 ans avant vraiment de se rencontrer au Salon du Livre de Genève. Ah, dingue. Et puis maintenant, elle a déménagé. Elle est venue habiter dans le sud-ouest de la France. Donc, C'est beaucoup plus c'est raisonnable déjà que Montréal. mieux. Et puis, elle vient, alors pas régulièrement, mais elle vient de temps en temps. Donc, mais parce que c'est vrai que moi, j'adore enfin, moi, j'ai un côté tribu, j'adore travailler avec les gens, rencontrer les gens. Donc, c'est vrai que, ben voilà, si elle habitait à côté, je me dis, oh, on se prend des petits C'est sympa. cafés, on discute et tout ça, mais on collabore quand même très bien. Mhm. Oui. Alors, normalement, c'est au printemps. Voilà. Ah, alors oui. Donc là, c'est pas un lieu particulier. En fait, moi, j'avais envie de mettre en avant un métier et surtout les pompiers, en fait. Donc ça va se passer, c'est un Maëlys avec les pompiers. Donc ça s'appelle Incendie en série à Lausanne. J'ai écrit à de nombreuses casernes de pompiers. Mais c'est vrai qu'ils sont tous un peu débordés, j'ai pas voilà. Mais j'ai le capitaine Lambertier, le capitaine des pompiers de Lausanne, de la ville de Lausanne, qui m'a répondu. Donc je suis allée, enfin bon, avant je m'étais beaucoup documentée, j'avais rencontré des pompiers aussi bénévoles, discuté pas mal, et puis j'ai eu une visite privée de la caserne des pompiers de Lausanne. J'étais tellement touchée, et puis oui, c'était hyper intéressant. Donc il m'a fait vraiment visiter. Enfin, j'avais plein de questions, puis vraiment. Enfin, moi, j'admire ces métiers, ces gens qui, voilà. Et puis ils veulent pas du tout qu'on dise que ce sont des héros, mais je trouve que voilà. Donc j'ai visité la caserne. Enfin, je suis même montée dans les étages. Il y avait la perche. Il m'a même demandé si je voulais descendre par la perche. Je fais non, je ne préfère pas. J'ai envie de me casser quelque chose. Bon, il t'aurait sorti au Non, mais bien pire. sûr, j'avais pas. C'est un petit peu ridicule. Donc, j'ai dit non, moi, je prends l'escalier, on se retrouve en bas. Mais il est venu avec moi par un escalier. Et puis après, en fait, c'est ça qui est. Enfin, il m'a expliqué vraiment le métier, comment ça se passe. J'ai aussi rencontré une femme, pompière, que j'ai rencontrée. J'ai pu discuter avec elle. Et puis, au moment où j'étais là, bien sûr, il y a la sirène plusieurs fois qui a résonné. Il y avait des petites choses. Et puis, au moment où j'étais vers les camions pour regarder un peu dans les garages, là, il y a eu, on aurait dit que c'était fait exprès, mais il y a eu vraiment une alarme importante. Et là, j'ai vraiment pu voir, justement, ces pompiers descendent à la perche. Et puis, j'étais assez impressionnée par déjà la vitesse à laquelle ils sont préparés. En moins d'1 minute, ils sont partis. Et puis, cette organisation, enfin, voilà, j'étais, ouais, voilà. Donc, j'aimerais mettre en avant le métier des pompiers professionnels, mais aussi des pompiers volontaires. Et puis, oui, j'ai dit bénévole tout à l'heure, c'est pas bénévole, c'est pompiers volontaires. Et puis aussi tous les jeunes sapeurs-pompiers, les enfants qui font ça, je trouve super. Est-ce que c'est un petit peu une nouvelle orientation de Maëlys, plus vers les métiers et passions, ou parce que là, bon, ça se passe à Lausanne, ça pourrait se passer se partout, passer voilà. partout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie peut-être de mettre en lumière, certains métiers dans les prochains tomes de Maëlys, ou pas spécialement En fait, surtout moi, j'aime bien changer. Je veux pas toujours que ce soit en fonction d'un lieu. Forcément, c'est en fonction parfois des rencontres. Et puis là, j'avais rencontré des pompiers volontaires. J'avais lu 2-3 choses et je me suis dit, mais j'aimerais mettre en avant ce métier. Et puis, c'est cette mission, ce qu'ils font. Et puis parfois, j'ai un peu des flashs. Et je voyais Maëlys avec un casque de pompier. Je voyais bien la chose. Je me suis dit non, ça me
Excellent. Ça me parlait. Puis j'espère que ça va susciter des vocations aussi. Ah bah, c'est tout à fait possible. Et puis si c'est comme à l'orchestre de chambre de Lausanne, où après il y a tout enfin un événement, on organise un gros incendie et Non. venez avec la lampe, venez avec la Jusqu'à lampe. un QR code et tu te fais arroser en retour. Non, mais je trouve important qu'on parle de ces Et puis métiers. les pompiers, ça marche bien à cet âge-là, ils aiment bien. Oui, et puis je trouve c'est aussi parce que c'est pas juste pompier, il y a aussi toute une discipline, il y a aussi le respect, puis l'attention aux autres, et puis aussi les gestes peut-être du premier secours, les choses essentielles auxquelles on doit penser. Donc je trouve bien. Et puis aussi le côté, c'est ça que j'aimais quand il parlait, il y a aussi ce que je parle aussi de ça dans le livre, une solidarité, un côté équipe aussi, travail d'équipe. Moi, je suis assez aussi tribu, comme j'ai dit. Presque famille. C'est la famille. Il y a quelque chose qui est fort, je trouve, là-dedans. Donc ça, c'est au printemps. Voilà, exactement. C'est écrit. Magnifique. Oui, c'est écrit, c'est en cours de... Raphaël est en train de faire les illustrations. Ok. Alors, tu as dit tout à l'heure, je reviens sur ce que je voulais aborder tout à l'heure. Tu as dit, moi, c'est 0-12 ans, et après, c'est plus compliqué. Donc voilà, la preuve qu'on nous dit des trucs, mais voilà. Parce que là, si je ne m'abuse, donc le bruit de la colère, non, c'est Les Sensationnels, c'est la série, c'est la le série, tome 1, et le bruit de la tome colère. 1, qui est paru chez Ozu Suisse en mai l'année dernière, Oui, voilà, oui. Donc le tome 1 dans la collection Ozu éclaire plus le bruit de la colère. Donc ça, c'est à partir de 10 ans. À partir de 10 ans à peu près. D'accord. Donc c'est illustré aussi, mais on est dans... oui, dans ça c'est pour cible les plus grands. Plus Oui. grand. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Christine? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui me disaient « moi j'ai lu toute la série des enquêtes de Malice, mais maintenant j'aimerais lire des livres un peu plus gros. » Alors, à un moment, on avait pensé faire grandir Maëlys et Lucien, qui deviennent adolescents, mais moi, ça me... Voilà, c'est... Oui, j'avais pas tellement envie, j'étais pas... Et puis, j'avais aussi envie d'écrire un peu autre chose, parce que voilà, ça va faire 12 ans que je vis avec les enquêtes de Maëlys et Lucien, j'adore, j'ai toujours plein d'idées, mais je voulais un peu aussi faire autre chose. Et donc, j'ai proposé donc à Ozu une histoire. Et puis, l'histoire donc on commence par Madec qui a 13 ans. Et depuis qu'il est tout petit, il a bien remarqué que sa mère a un super pouvoir, c'est-à-dire qu'elle entend le moindre bruit à des kilomètres. Donc, évidemment, quand il est petit, il trouve ça formidable. Il a à peine, s'il fait un cauchemar, il est sous la couette, il a à peine chuchoté « Maman, que paf, elle débarque !» Maintenant qu'il a 13 ans, que sa mère, elle entend tout ce qu'il raconte. Elle trouve ça envahissant. Voilà. Elle trouve ça tellement pénible. Il trouve ça vraiment insupportable. Et puis, je parle un peu aussi de la relation, quand on a une relation fusionnelle aussi, mère-enfant, ce que j'ai un peu, et puis qu'on est un peu étouffante, comme je peux être parfois. Et puis, on voit, parce qu'on sait que, il faut les laisser grandir, et puis ils ont les copains, copines, et puis là, moi je suis là toujours. Donc là, dans ce livre, il y a un peu aussi ce passage où il y a des choses assez drôles entre les ados et leur mère, puis la vision qu'ont les ados de leurs parents, et nous aussi, ce qu'on imagine chez les ados. Donc il y a un peu des frictions, puis des choses assez drôles, et puis à un moment, le pouvoir de sa mère va diminuer, et il va arriver chez Madec, c'est lui qui va commencer à entendre des choses qu'il n'aurait pas dû entendre, et notamment à l'école, où il va entendre des cris, des pleurs, il se passe des choses. Et puis, c'est une histoire aussi sur le thème du harcèlement, et puis une histoire de solidarité et d'amitié très forte. Voilà. Est-ce que c'est plus un roman, on va dire... contemporain ou plutôt fantastique? Parce que j'ai l'impression dans ce que tu décris que le fantastique est peut-être plus un prétexte à aborder des thématiques. On est à la frontière, c'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose qui est quand même ancré dans la vie de tous les jours, mais c'est pas un super pouvoir invisible, c'est quelque chose que finalement peut-être, des personnes peuvent avoir, où on entend vraiment beaucoup mieux. Et puis il y a quand même une histoire, parce que après, dans le tome 2 là que je suis en train d'écrire, qui sortira selon mon énergie, soit à la fin de l'année, sans engagement, je ne voudrais pas faire de fausses joies à mon éditeur, donc soit à la fin de l'année, soit début 2026,
voilà, il y a le tome 2. À chaque fois, ça va être un peu sur un sens. Donc là, c'était aussi sur voilà, Louis. Et puis, il y avait quelque chose avec les jumeaux, qui sont ses amis sur la vision, puisqu'on peut imaginer. Et puis, ensuite, le tome 3, ça va être autour, voilà, quelque chose... aussi avec des nouveaux personnages qui vont arriver, d'autres sens, et puis on va se rendre compte qu'il y a un petit noyau d'enfants qui a quand même des super pouvoirs et que leurs parents ont un point commun. Donc voilà. 5 tomes? Alors, au début, j'imaginais 5 tomes. Après, c'est vrai que je me dis, bon, on va déjà peut-être partir sur 3. Et puis, on verra aussi comment c'est... C'est-à-dire que ce livre-là devait sortir pour le Salon du Livre l'année dernière. Et puis, pour une raison inconnue, il est resté bloqué dans un camion. Ce qui fait que la sortie a été un petit peu ratée parce que c'est vrai que du coup, il est sorti 2 mois après le Salon du Livre. C'est un peu dommage parce que voilà, moi, je voulais faire la promo bien expliquée. Donc, ça a un peu... voilà, ça a un départ un petit peu... Ça part un petit peu, voilà. Du coup, cassé dans l'œuf, entre guillemets, voilà. ton Donc, élan voilà. là-dessus. Salon du Livre de Genève. Hein, voilà, oui. Et il y a un marque-page intégré, t'as vu, dans la couverture? J'ai pas vu qu'il y avait cool. un marque-page. Voilà, t'es bon Regarde, tu peux le détacher. observateur. Ouais. Voilà. Ah oui, C'est trop alors bien. là, alors, C'est une super idée. à nos amis Voilà. auteurs qui cherchent des idées, Voilà. je ne l'enlève pas parce que, attention, mais on peut, il y a des points de Voilà. ciblés. Ouais, ça c'est vrai que c'est carrément Voilà, oui. excellent. Ça te prend plus C'est de temps. de tout pour écrire alors le texte est plus long, je Oui. me rends bien compte, mais l'intrigue, les recherches... Oui, là, plus de recherche, plus d'intrigue, et puis plus de temps, parce que c'est plus long, et puis il faut que j'entre dans cet univers, et en parallèle, moi, j'ai quand même toujours une enquête de Malice en cours, donc là, c'est vraiment de se dire, il faut que j'entre dans cet univers-là, et puis... il faut que je l'écrive régulièrement à la suite, parce que c'est vrai que si je fais une pause dans une enquête de Malice, je peux vite relire les 3 premiers chapitres. Là, s'il faut que je relise les 10 premiers chapitres, c'est plus long. Et après, on oublie. Donc, j'ai aussi beaucoup de notes. Puis il y a le ton aussi à conserver, la façon de... Voilà, exactement. C'est de trouver aussi le juste milieu, que c'est plutôt 10, 13 ans. Donc, c'est pré-ado. C'est peut-être pas encore tout à fait ado, mais... Oui, c'est pré-ado. Et puis, il faut que ça plaise... à tout le monde, quoi. Donc, il y a de la technologie. Plus précisément, ils ont des smartphones déjà. Ils ont des trucs comme ça que tu abordes. C'est thématique ou pas? Parce que le harcèlement, à cet âge-là, ça passe aussi par, malheureusement, les réseaux. Oui. Alors là, c'est pas... moi, je suis pas très téléphone, donc j'ai pas trop accès avec les téléphones. Il y a un peu, mais pas trop, parce que je me suis dit, c'est pour les 10-12 ans. Mes filles ont eu leur téléphone à 13 ans. C'est bien. C'était un peu... Oui, mais ça faisait partie... Je pense que tu avais raison. Oui, mais bon, ça a été... Je crois que c'était les dernières. Ça a été dur. C'était un peu une lutte, mais après, voilà. Je juge pas, parce que je pense que parfois c'est aussi pour se rassurer, ou c'est plus simple pour des parents aussi que des enfants aient des téléphones déjà assez jeunes pour voilà. Mais après, c'est vrai que c'est tout autre débat. Mais voilà, mais bon, c'est vrai que ça fait partie de leur vie maintenant. Voilà, mais maintenant même à 10-13 ans. Donc un peu. Voilà, il y a un peu, mais pas trop, quoi. Il y a pas. Mais alors du coup, je pose pas la question suivante qui était comment tu traites les messages qui pourraient s'envoyer, ce genre de choses. Mais du coup, ça n'apparaît pas forcément dans ce... Non, j'essaie d'éviter, en tout cas pour l'instant. Ok. Donc tu te... Je crois qu'on m'a posé la même question. Adultérie de plus en plus. Non, alors vraiment, c'est... Quand est-ce qu'on va lire... Christine avec... chez les adultes. Ah non, alors chez les adultes, non, je crois pas. Non, parce qu'en fait, bon, moi, ce que je préfère, c'est vraiment... j'adore aussi l'univers des enfants, et c'est ça que j'aime bien. Alors là, je trouve 10-12 ans, ça va encore, ça m'a... Mais moi, j'aimerais réécrire des albums, j'adore aussi les petits, je trouve que... Et puis même les albums, je trouve que ça fait aussi du bien aux adultes, donc... Quand tu dis album, c'est... Illustré, oui. J'entends album 33 tours, moi. Donc, Ah, pardon. Non, album illustré. Un album. Ah, c'est donc ça qu'on fait. Mais pardon. c'est ça, Attends, oui. Donc, la base, c'est plutôt l'illustration, et il y a des textes qui accompagnent les illustrations. Voilà. C'est un peu ça, c'est l'inverse de oui, ce que tu fais alors plus tard. après, c'est un texte que... j'écris d'abord le texte. Moi, j'aime écrire des textes un peu poétiques, où il y a des choses, j'avais des idées, et puis après, voilà,
c'est l'illustrateur qui a aussi beaucoup plus de travail. là, L'influence parce et de que- travail, ouais. oui. Ok. Donc, beaucoup de projets. Alors, alors, il y a eu aussi dans ta carrière fourmillante de plein de choses, il y a d'autres médias. Mhm. Il y a le podcast, Oui. Mhm. parce que mine de rien, tu écris des histoires pour T'as un pas le podcast. temps, mais tu fais un Ouais, depuis 4 ans. Alors, c'est parti, oui, mais c'est l'histoire du toutes les Covid, semaines, en fait. hein, voilà, c'est bon. c'est parti au moment du Covid. C'est-à-dire, vraiment, c'est venu. Donc, moi, donc, je suis auteur à 50% à peu près. Puis, je travaille aussi à la radio-télévision suisse comme responsable d'éducation média, où là, en fait, moi, j'organise des ateliers pour les scolaires, des ateliers interview, fake news. L'idée, c'est toujours qu'on puisse apprendre des choses en s'amusant. Voilà, on organise 320 ateliers en 2024. Et puis cette année, on pense à organiser 400 ateliers. Donc, en majorité pour les écoles, mais aussi pour le tout public, des ateliers gratuits. Donc, vous pouvez vous inscrire sur RTS avec vous. On va aller voir. On va aller Donc, voir. voilà. Et puis, quand on nous a annoncé, comme à tout le monde, ce fameux vendredi 13 mars, prenez votre petit ordinateur et rentrez chez vous, voilà. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que, évidemment, de toute façon, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de classe. Et puis, moi, j'avais dit, voilà, si jamais il y a besoin, moi, je peux écrire des histoires peut-être pour les enfants, comme les enfants, ils sont à la maison. Et puis à cette époque, il y avait une émission, elle existe toujours d'ailleurs, mais il y avait cette émission qui s'appelle Vacarme sur RTS Première avec Véronique Marty et Laurence Di Félix. Et puis elles, pour faire leur émission, elles sortaient à l'extérieur, elles avaient des reportages. Et puis là, on ne pouvait plus sortir ni rien. Et puis, avec Véronique Marty, on discute, elle m'appelle et puis elle me dit, mais peut-être on pourrait changer ça. Vacarme deviendrait Brouhaha, une émission pour les enfants. Et à ce moment-là, il faudrait que tu écrives une petite histoire, pas plus de 7-8 minutes grand maximum, en incluant l'habillage sonore, la musique, les bruitages et tout. Et puis ensuite, on choisira un thème différent chaque jour et puis on inviterait un spécialiste par téléphone parce qu'on ne se voyait pas, on était tous chez nous. Et les enfants pourraient poser des questions aux spécialistes par WhatsApp et puis voilà. On propose ce projet à la direction de la RTS qui répondent « Go, allez-y ». Oui, c'est et là, génial. moi je me dis waouh. Et là, ils me disent voilà, une histoire par jour. Le confinement va durer 10 jours. Ça va vous faire une dizaine d'histoires. Ok, pas de problème. Non, voilà. Ça va. Et puis, on se retrouve avec donc 50 histoires en 50 jours. Dans ma famille, ils n'en pouvaient plus parce qu'à chaque fois, je disais attendez, je vous lis mon histoire. Vous me dites si ça va. Donc tous les jours. Tu devais être aussi. Et tu devais en avoir. Alors tout le monde avait envie que ça cesse ce confinement, mais toi aussi, je pense. C'était assez incroyable. J'avais jamais vécu ça. C'est-à-dire que chaque jour, elle m'envoyait parce que on choisissait un thème et puis c'était plutôt à me donner une question. À partir de la question, je devais écrire une histoire. Et puis parfois c'était des thèmes assez basiques, simples. Pourquoi on fait des cauchemars? Donc là, moi, j'écrivais une histoire sur les cauchemars, voilà. Mais dans la semaine, il y avait 2 thèmes plus délicats. Pourquoi parfois les parents divorcent? Donc là, j'étais là, oh! Donc là, dans ces cas-là, je faisais appel à des animaux. Donc la famille Lapin qui s'aimait d'amour fou, voilà, on finit par divorcer. Donc il y avait les 2 terriers de la famille Lapin. J'essayais de faire ça. Et puis aussi parfois, pourquoi on meurt? Donc voilà, j'ai imaginé une histoire avec un vieux hibou, voilà, qui meurt. Puis la réaction de tous les animaux de la forêt qui sont très différentes. Et puis voilà, mais c'était à la fois, fatigant bien sûr, mais aussi magique parce que moi j'envoyais mon histoire. Il y avait donc Anouk Mertz qui est maintenant l'animatrice de cette émission et qui fait la voix de Mélidée, qui était dans un chalet à la montagne, enfermée dans une armoire pour faire comme un studio, et puis qui enregistrait mon texte. Et puis ailleurs, il y avait un réalisateur sonore qui cherchait les sons. Donc c'était assez fou. Et puis on était tous fatigués, mais on avait une énergie. Il y avait une atmosphère assez incroyable. Ouais. Et c'est vrai que quand le 5e épisode et le 50e épisode est sorti, puis qu'on nous a dit, bon, c'est la dernière, moi, je me suis pas aperçue, j'ai écouté cet épisode, et à la fin, je me suis mise à pleurer, un vrai deuil. Ouais, c'était fou, comme si ça retombait, et puis,
en plus, on s'était pas vus tous, toute l'équipe qui parlait. Donc après, on a organisé, chez moi, on est tous venus, on pouvait être un peu dehors, il faisait beau dans mon jardin, puis on s'est tous rencontrés. C'était hyper fort. Et on s'est dit, voilà, cette aventure s'arrête là. Et là, la magie de la radio, c'est-à-dire qu'il y a les auditeurs, auditrices qui s'étaient habitués tous les jours à avoir ce rendez-vous avec Midi D, qu'on dit, mais vous pouvez pas arrêter l'émission, c'est pas possible, voilà. Mais bon, alors on se voyait pas non plus faire chaque jour. Et puis, donc, à la direction, RTS Première, là, ils ont dit, on va regarder. Et puis, ils ont trouvé une place le mercredi après-midi à 16h30. Et c'est devenu un podcast. Et donc, j'écris une histoire par semaine depuis 4 ans, avec des thèmes toujours très, très variés, hors vacances scolaires. En vacances scolaires, je fais une petite pause. Voilà. Il y a un moment où tu dors ou ça se passe comment? Alors, quand je dors, je dors. Ouais, je dors pas beaucoup, mais par contre, je dors profondément. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des thèmes, c'est vraiment super varié. Enfin, sur les derniers, il y a les hélicoptères, le yoga, faire des compliments. On est vraiment sur des choses. Puis alors, donc toi, tu as cette histoire donc, qui est lue par Anouk. Et puis après, il y a les enfants, et c'est toujours le même principe avec les enfants qui posent des questions. Et puis le thème est traité ensuite par un expert. Ouais, donc c'est extra. Oui. Et puis, il faut que je fais aussi beaucoup de recherches parce que, si on me demande d'écrire, ça a été le cas une fois, une histoire sur les chats. Voilà, j'adore les chats, je m'y connais, ça va, les cauchemars, ça semble facile, mais voilà, quand on m'a demandé une histoire sur les hélicoptères, j'étais là, je connais pas grand-chose en hélicoptère, donc je fais des recherches. Un jour, parce qu'on a aussi des propositions d'enfants, un jour, il y a un enfant qui a écrit, qui a dit, moi, j'adore les loutres, je voudrais une histoire sur les loutres. Alors là, voilà, j'ai fait des recherches sur les loutres, mais c'est aussi ça qui est chouette. Et puis après, l'histoire sur le yoga, moi j'ai fait un peu de yoga, et puis après je fais aussi des petits clins d'œil. Voilà, dans cette histoire, les personnages, c'est ma prof de yoga et ses 2 enfants, et du coup c'est des petits clins d'œil comme ça, des personnes. Il y a des enfants aussi qui veulent leur nom dans l'histoire, puis ils me disent, voilà, j'adore, je sais pas, les ours ou les loups, et puis donc je mets l'enfant dans l'histoire. Oui, ça, c'est quelque chose d'ailleurs que tu fais. Ça, j'ai vu aussi, ça m'a beaucoup touché dans ce que tu disais quand tu es en dédicace. Tu as ton petit carnet. Qu'est-ce que tu fais avec Alors, en fait, j'ai un petit carnet. Maintenant, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les enfants, ils veulent que j'écrive mon nom dans leur livre, et puis ils me regardent faire la dédicace. Puis je me dis, mais c'est pas. J'ai un carnet, et je leur dis, toi aussi, tu me fais une dédicace dans mon carnet, parce que je suis aussi, je suis honorée qu'ils lisent mes livres. Donc, et puis, ils m'écrivent leur prénom. Et donc, j'ai des carnets avec plein de prénoms. Et à chaque fois, moi, je me dis toujours que le hasard fait bien les choses. Donc, quand je cherche un prénom pour les futurs personnages des histoires, je prends mon stylo, puis je fais tac, et hop. Voilà, ça, c'est comme ça que c'est un nouveau personnage. Et je me dis, voilà, il sera dans l'histoire. Et puis, c'est un enfant qui connaît. Donc, si tu es un lecteur de Christine, tu seras peut-être aussi un de ses personnages. Voilà, exactement. Voilà. La boucle. Exactement. Et puis donc, là, on a fait une petite parenthèse sur le carnet, mais j'ai trouvé ça tellement chou que je trouvais chouette de le dire. Et puis, au niveau podcast, je crois que du coup, tu y as pris goût. Et il y a peut-être... Alors, ça, c'est un nouveau projet, donc c'est pas encore, ça arrive. En fait, moi, j'adore Noël. Vraiment, j'adore Noël. Mais c'est vrai que j'adore le Noël, le côté on se rassemble. Voilà. J'aime moins ce côté commercial qui, je trouve, est de pire en pire. Et puis moi, ça m'agace, par exemple, quand fin octobre, il y a déjà toutes les décos de Noël. Pour moi, Noël, c'est en décembre. Et puis j'ai toujours aussi ce truc de si je fais des courses, puis que je vois ces chariots de bouffe qui débordent de partout pour Noël. Et voilà. Et puis aussi tous ces cadeaux, faut faire des cadeaux, il y a trop pour moi. C'est une débauche. Voilà, j'aime pas ce Noël-là, puis j'ai envie qu'on revienne au Noël des vraies valeurs. C'est parce que Noël, on est ensemble, c'est la solidarité, c'est aussi la famille, mais pourquoi pas la famille agrandie. J'ai du mal aussi à me dire, mais en fait Noël, puis ici, je sais pas, dans 2 apparts au-dessus, il y a une mamie ou un petit papy qui est tout seul. Je lui dis, mais quelle tristesse. Donc j'avais envie d'écrire un peu une histoire sur Noël où, voilà,
je caricature, enfin c'est presque trop. Je fais un peu des choses comme ça, et ça en devient drôle. Donc c'est un podcast qui sortira donc normalement ce Noël de cette année. Donc c'est une histoire. Il y a 24 épisodes. D'accord. Donc un calendrier de l'Avent. Voilà, c'est un calendrier de podcast. l'Avent en podcast. Et puis ça devrait déboucher, je croise les doigts, parce que c'est l'autre grand projet, sur une comédie musicale. Oh, et c'est ça qui... Ah voilà. oui, ça, t'avais pas Ça, fait. c'est mon rêve. Non, mais ça, c'est mon rêve. Ah oui, j'avais Parce que fait le théâtre, tu l'as oui, fait, oui. quand même. Mais mon rêve, parce que moi, j'adore les comédies musicales, voilà. Et mon rêve, ça aurait été vraiment, d'écrire une comédie musicale. Et en fait, j'ai été contactée par 2 musiciens, voilà, Christophe Farin et Florian Beauvais, qui avaient envie d'écrire une comédie musicale. Donc, on a ce projet, on travaille ensemble, et puis je croise les doigts. Je vous redirai ça peut-être d'ici. Bon, ça prend du temps, mais voilà. Ah bah après, il y a toute une coordination, c'est Voilà. encore autre chose, mais c'est magique. Oui, c'est magique. Ces projets-là, ils sont aussi orientés pour les enfants ou c'est Oui, alors tout public? Alors, ce sera tout public, mais c'est avec un cœur d'enfant. L'idée, c'est vraiment de faire participer les enfants. Moi, j'adore tous ces dessins animés ou ces comédies musicales qui sont avec une double lecture. Je cherche millions. Voilà. Mais voilà. Avec une double lecture où les enfants, il y a le côté magique. Les adultes, ils peuvent écouter, regarder. Et puis, il y a des choses qui vont les toucher. Leur côté enfant intérieur va être touché. Mais il y a aussi des choses qui vont les faire rire au niveau, en tant qu'adulte. Oui, puis c'est pour familial. Oui, voilà. Le podcast de l'Avent, voilà. C'est toi qui le produis, c'est RTS. C'est RTS, voilà, donc il va être sonorisé aussi. Oui, voilà, exactement. Ouais, okay. Voilà. C'est un projet qu'on a proposé à la RTS qui a été accepté. J'arrive pas à faire le pont entre le podcast et le côté comédie musicale. C'est l'histoire du podcast qui va servir de base. Alors en fait, voilà, l'histoire. Donc il y a c'est cette histoire qui se découpe en 24 épisodes. Donc, on entendra en tant que podcast. Et puis, cette histoire donnera lieu à une comédie musicale. D'accord. Avec, l'histoire de base, ce sera ça. Après, il y aura des chansons, il y aura différentes choses. C'est ça. Génial. Alors, et puis ce qu'on n'a pas mentionné justement avec les podcasts qui se déclinent, c'est que le podcast dont tu nous parlais auparavant d'Embrouaha, ça existe aussi en livre, enfin en tout cas certaines histoires, les histoires de Noël avec 1000 idées. Voilà. Il y a plus d'exemplaires que ça ou il y a, enfin 3 c'est déjà bien. Il y a déjà 3, mais je crois qu'il y en a 5 en tout. Voilà, donc avec 3 histoires, c'est ça à chaque fois. Illustré par... Et puis, c'est le QR code. Il y en a plein partout des caméras. Voilà, le QR code de chaque histoire qui renvoie au podcast. Un épisode du podcast. Un épisode, et puis la couverture, et puis donc c'est une illustration de Denis Corman, un illustrateur suisse. Et déjà Noël. Voilà. Tu nous as dit, tu aimes bien Noël. Très jolie illustration. Oui, c'est très beau ce qu'il fait. J'aime beaucoup. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions, mon cher Cyril ? On a un joli panorama avec une carrière qui a l'air tellement complète. Ah, c'est assez bluffant, quoi. C'est bluffant, et puis tu as un enthousiasme communicatif. Et puis c'est vrai qu'une espèce d'émerveillement à chaque fois Je retourne en enfance, c'est trop cool. Ça fait j'ai envie de les lire, c'est tout dire. Hein, c'est dingue. On a presque envie de refaire des enfants. Celui-là, par exemple, me fait très envie de lire. Oui, parce que toi, d'ailleurs, un peu dernière question, enfin, dans les dernières questions, on n'arrive pas à se séparer, Christine. Toi, en tant que lectrice, qu'est-ce que tu lis ? Alors, moi, je lis un peu de tout. Alors, quand j'étais enfant, en tout cas, moi, j'ai été bercée par tout ce qui est Roald Dahl. J'adore, puis que j'ai relu à mes filles, Charlie et la chocolaterie, Mathilda, tous ces... Moi, j'adore un peu ces univers-là. Voilà, oui, vraiment. Puis, alors, évidemment, je suis la génération aussi du Club des 5, ça, j'adorais. Et puis, beaucoup aussi, étant donné que j'ai passé mon enfance en Bretagne, aussi beaucoup de légendes. Enfin, voilà, Merlin l'Enchanteur, la Fée Morgane, des choses un peu
peu et j'aime bien ça. Après, en tant qu'adulte, alors je lis beaucoup, j'ai toujours du mal à citer peut-être un titre. Je vais lire évidemment les auteurs suisses ici, mes collègues, je veux dire, et puis les policiers. Moi, j'aime beaucoup aussi les policiers, parfois les choses même un peu noires, des choses un peu... Mais j'aime bien alterner. Je lis aussi beaucoup de bandes dessinées, de romans graphiques, ça j'aime bien. Et puis, j'écris tous les jours parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, mais je ne pourrais jamais m'endormir sans lire. Ça, c'est quelque chose qui est impossible pour moi. Mais moi, j'aime bien aussi lire dans le calme. Je suis toujours étonnée quand je vois des gens qui lisent aussi. Moi, j'ai du mal, par exemple, à lire dans le métro parce que si je lis, moi, je suis plongée dans mon livre. C'est sûr que je rate l'arrêt. Enfin, voilà. Donc, je lis un peu tout. Mais littérature adulte. Oui, adulte. Oui. Tu lis de la littérature ado? Alors, littérature ado, oui, j'ai lu à un moment pas mal parce que je m'occupais à la RTS de l'organisation du prix RTS Littérature ado. Donc ça, j'ai arrêté. Mais là, oui, alors là, je lisais une 50aine de livres pour ados par an. Ouais. Tu n'arrêtes effectivement Non, mais là, jamais. du coup, là, j'ai arrêté. Non, là, je pouvais pas. Ça a été repris par quelqu'un d'autre. Là, je pouvais pas. Pas tout faire, quand même. Est-ce qu'il y a certaines choses dont tu as envie de parler? Alors, je pourrais dire, peut-être juste parler de la dernière enquête de Maëlys là, qui est sortie, parce que ça, c'était une demande, c'était un peu particulier. J'ai été contactée par les 12 musées, de l'association des 12 musées Gruyère, Pays d'en Haut, Glane et Pays d'en Haut, qui voulaient une enquête de Maëlys chez eux. Donc au début, je me suis dit, waouh, à voir, mais je me disais, il fallait que Maëlys et Lucien passent dans 12 musées. Et là, je me suis dit, ça va pas être possible, 7 chapitres, 12 musées. Donc après, l'éditeur, il m'avait dit, à ce moment-là, on fait 12 chapitres. Mais je me suis dit, mais un chapitre par musée, ça va être beaucoup trop indigeste pour les enfants. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un Deviens le héros. Mais là, c'était vraiment un livre. Bon, j'ai adoré écrire ce livre, mais je pense que c'est un des plus compliqués que j'ai écrit parce que il y avait des musées que je connaissais déjà, d'autres que je connaissais pas du tout ou moins. Mais donc, je suis retournée visiter ces 12 musées. Et comme pour l'Orchestre de chambre de Lausanne, je suis tombée sur des gens tellement passionnés par leur musée qui me donnaient moult détails. Je pense que j'aurais pu écrire une enquête de Maëlys par musée. Et ils n'auraient pas été contre, je pense. Mais là, voilà, je pense que l'éditeur aurait dit non. Donc là, ça a été compliqué de trouver une place pour chaque musée. Mais je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. Et puis, à la fin, il y a un petit descriptif de chaque musée. C'est comme si Maëlys et Lucien disaient un peu ce qu'ils pensaient sur chaque musée. Et j'espère vraiment que ce livre va donner envie aux enfants d'emmener leurs parents dans les musées. D'autant que c'est vrai que ce groupe de musées, ils sont... c'est très varié. Oui. Vraiment, il y a le musée du papier peint. Exactement. Je parle du musée du papier peint. J'y suis allée pour la nuit des musées, donc je l'ai vu. Il est incroyable, ce musée à Mézières, si jamais. Voilà. Il y a alors le château de Gruyère, ça c'est plus connu. L'espace Ballon, qui doit être à Châteaudet, j'imagine. Il y a Maison Caillé, mais il y a aussi Electro-Bro derrière. Et puis c'est vrai que, alors évidemment, quand on habite dans la région, on connaît bien, mais c'est vrai que moi, j'ai demandé à pas mal d'amis qui habitent autour de Lausanne et ils étaient jamais allés parce que quand on va dans la région, évidemment, on visite la Maison Caillé, oui, qui est super, évidemment, le chocolat, voilà, très bien. Mais juste derrière, allez voir Electro-Bro parce que c'est un musée qui est gratuit en plus et c'est autour de l'électricité et on apprend plein de choses et ça va pour les enfants comme pour les adolescents aussi, c'est très bien. On apprend ainsi que quand on laisse son chargeur comme ça branché sans son petit téléphone au bout, eh bien, on voit, donc il y a vraiment, on voit bien comme ça tourne, qu'en fait, ça consomme énormément d'électricité. On voit aussi, il y a un espace où ils ont reconstitué, c'est la foudre qui tombe, donc on voit l'orage, c'est hyper intéressant et on apprend plein de choses, donc c'est vraiment chouette. Donc, de toute façon, à 4 km de ce musée et je ne le connaissais pas. Tu vois. Voilà, nos invités dans Duo de Plume nous apprennent toujours des tas de choses. C'est vrai. Merci Christine. On organisera un Duo de Plume. Faut juste qu'on trouve l'axe. On va trouver l'axe.
En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était passionnant. Merci Et, à vous. Ouais, on a Très passé sympa. un super moment. On Oui. Le espère moment que toi passé, aussi. Et déjà tu reviendras. Je suis. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Si vous avez des questions subsidiaires pour Christine, vous pouvez nous les envoyer. On lui fera passer avec plaisir. Et nous, on vous dit rendez-vous dans 15 jours. 15 jours. Merci Christine. Merci Christine. Merci à vous. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.